Aujourd'hui, je vais exposer le thème général dans la première partie de la séance et traiter la première partie brièvement telle qu'elle est annoncée dans le programme sur traces et preuves documentaires. Je vais donc exposer d'abord l'enchaînement, la succession et l'enchaînement des 5 exposés qui représentent une progression pédagogique en direction de la dernière question. Tout mon exposé est organisé en fonction de la dernière question, et donc c'est une préparation degré par degré vers la question qui est intitulée « La réalité du passé, l'absent de l'histoire ». C'est à ce moment, dans la dernière conférence, que ma contribution sera véritablement une contribution à la philosophie de l'histoire. Mais j'aborderai ce problème de la philosophie de l'histoire d'abord en renonçant à une certaine philosophie de l'histoire et à toute la tradition qui en dépend, à savoir la tradition hegelienne, pour laquelle philosophie de l'histoire signifie fondamentalement la question du sens de l'histoire, et non seulement du sens d'un fragment de l'histoire, mais le sens de la totalité de l'histoire. Et donc, dans cette perspective, la question de la vérité est inséparable de la question de la totalité. On connaît la phrase célèbre de Hegel dans la deuxième partie de la logique, de la grande logique, où il est dit que seul le tout est vrai. Et si donc on abandonne, on renonce, je dirais plutôt qu'on renonce à penser la totalité de l'histoire, alors qu'en est-il de la vérité en histoire? Et mon hypothèse de travail, c'est que s'il faut renoncer à Hegel, on ne peut pas renoncer à une certaine vérité en histoire. Parce que renoncer à une certaine vérité en histoire, c'est pourquoi j'ai dit en histoire et non pas vérité de l'histoire, ce serait renoncer à la distinction fondamentale entre l'histoire et la fiction. L'histoire ne serait plus qu'un grand roman. Et dans le cas de l'histoire contemporaine, et même de l'histoire récente, confondre l'histoire avec la fiction, c'est certainement faire tort aux morts, aux victimes de l'histoire, qui ont droit précisément à une certaine parole que leur donne l'histoire. Et cette parole est bien la parole donnée à ceux qui ont vraiment existé. Et c'est le sujet donc de la réalité du passé. Ceux qui sont absents au texte de l'histoire ont été présents dans l'histoire, et tout le problème de la vérité de l'histoire, c'est ce rapport avec des absents au texte de l'histoire. Donc, je le répète, le problème est de savoir quel statut on peut donner à la vérité en histoire si
la notion de vérité n'est plus identifiée à la totalité. Alors, comment progresserons-nous? Nous partirons des problèmes épistémologiques de l'histoire, c'est-à-dire de la façon dont les historiens eux-mêmes cherchent la vérité. Et c'est en renonçant précisément à la vérité totale, la vérité hegelienne, disons, que nous sommes renvoyés des philosophes aux historiens. Et il sera demandé aux historiens de nous rendre le sens de la vérité, qui est la vérité de leur propre travail. Or, sur ce point, les philosophes peuvent être utiles, parce que il est rare que les historiens de métier réfléchissent dans ces termes-là à leur propre métier. On peut dire qu'ils font de l'histoire. Je parlerai d'un ensemble de travaux en français qui ont été placés précisément sous ce titre « Faire de l'histoire ». Et c'est en faisant leur métier d'historien qu'ils engagent des buts et des moyens en même temps qu'ils rencontrent des contraintes et des ambitions. Alors, contrairement aux philosophies spéculatives de l'histoire, les philosophies dont je vais rendre compte peuvent être appelées critiques, sans que soit attaché à ce qualificatif le sens strictement kantien de réflexion transcendantale sur les conditions de possibilité de la connaissance historique. Mais néanmoins, on pourrait dire qu'il y a une atmosphère largement kantienne dans cette approche, dans la mesure où c'est une réflexion sur la pratique de l'histoire, exactement comme la critique kantienne est une réflexion, finalement, sur le travail du physicien, sur, disons, la physique newtonienne. Alors, j'ai proposé de diviser en 3 phases l'épistémologie qui nous conduira donc au seuil de la question proprement ontologique de la réalité du passé. Et ces 3 stades correspondront aux 4 leçons, parce que le second sera divisé en 2. L'explication historique, la narration historique appartiendront à la 2e phase. Alors, la première phase, ou le premier stade, sera lié à la notion de document. Et comme le titre l'indique, traces et preuves documentaires. Donc, je vais m'expliquer à l'instant sur ces mots. Mais disons très simplement que nous commencerons à aborder le problème de l'épistémologie de l'histoire à partir du rapport que l'histoire a à ses propres sources. Les sources de la connaissance historique et, par conséquent, un premier rapport avec la vérité. Un premier rapport avec la vérité sous le titre même de la preuve documentaire. Bien entendu, comme nous le verrons, c'est seulement pour des fragments, des événements
des faits isolés que l'on peut parler de preuves documentaires. J'ai mis dans mon texte évidence documentaire, mais c'est peut-être au sens que le mot evidence a dans la philosophie de langue anglaise, et on dirait plutôt en français la preuve matérielle pour traduire le evidence de langue anglaise. Enfin, j'ai gardé l'expression de évidence documentaire, dont il s'agit justement, en face d'un document, de mesurer le degré de fiabilité. Est-ce qu'un document est un document solide, un document dans lequel on peut avoir confiance? Il y a donc là un rapport avec la vérité. J'ai voulu commencer par ce côté peut-être un peu austère de l'histoire pour dire ceci, c'est que c'est là, au point de départ, que l'histoire se sépare de la fiction, se sépare du roman. Même lorsque nous avons affaire à des romans historiques, et une partie du roman du XIXe siècle, disons la grande tradition allant de Balzac à Tolstoï, a un certain parfum historique ou sociologique. Mais la grande distinction, la distinction on peut dire initiale, qui sépare l'historien du romancier, c'est que l'historien doit dire ses sources, tandis que le romancier écrit, et c'est à nous de chercher ses sources, c'est un problème de la critique littéraire, tandis que l'historien, à chaque instant, doit dire quelles sont ses sources. Il doit rendre compte de ses sources et donc de son propre rapport avec ses sources. Donc ce sera notre premier sujet, notre premier thème aujourd'hui. La seconde étape concernera le problème de l'explication en histoire, comment un événement est rattaché à un autre événement, ou une institution à une autre institution, ou même des ensembles d'événements à une base sociale, économique ou de mentalité. Donc, je m'expliquerai sur l'explication à ce moment-là, car l'histoire, on peut le dire dès maintenant, se caractérise par le fait qu'elle emploie beaucoup de types d'explications. À la différence des sciences de la nature, encore, nous verrons qu'il y a plusieurs modèles d'explication, même dans les sciences de la nature. Alors, ce second thème, cette seconde phase, est certainement ce qui rapprochera le plus de la critique kantienne, puisque la question de l'objectivité se posera essentiellement à propos de l'explication. Mais néanmoins, je l'annonce dès maintenant, je voudrais montrer qu'il y a aussi près que l'histoire se rapproche des autres sciences, elle a au moins une différence fondamentale avec toutes les autres sciences, c'est qu'elle a rapport au temps. Et ayant rapport au temps, elle a un certain rapport avec le récit, donc avec la dimension narrative. Je consacrerai une séance, pas plus, parce que cela avait été alors l'objet unique et longuement développé de mon premier travail sur l'histoire dans Temps et récit, le volume 1, qui parle de l'histoire, mais uniquement du point de vue de son rapport avec le récit, puisque mon problème alors était de savoir comment l'histoire, tout en étant un récit, se distingue du récit, en particulier du récit de fiction.
Alors, j'ai donné une place plus considérable qu'on le donne généralement au problème de l'écriture. D'abord parce que, sous l'influence de la philosophie, des philosophies de l'écriture et de la rhétorique, nous disposons depuis une quinzaine d'années d'un très grand nombre de travaux d'historiens et de non-historiens qui ont pris pour thème ce phénomène de l'écriture et qui, d'une certaine façon, nous le verrons, est présent dès le début, mais sans être reconnu. Il est présent dès le début, puisque un autre nom de l'histoire, c'est historiographie. Et c'est même ainsi que très souvent les historiens veulent se distinguer des philosophes en disant ils font de la philosophie de l'histoire, nous faisons de l'historiographie. Mais graphie, graphein, c'est écrire. Donc la question de l'écriture de l'histoire. Alors ce que je voudrais montrer dans cette troisième partie, c'est que l'écriture n'est pas un phénomène extérieur à la pensée historique, à la connaissance historique, bien que, au premier abord, il semble que ce soit simplement l'aspect littéraire, le fait qu'un historien écrit un livre d'histoire, comme nous disons. Mais je voudrais montrer que justement la composition rhétorique et littéraire fait partie de la connaissance historique. Et c'est précisément à ce moment-là que nous atteindrons le point critique concernant la vérité. Parce qu'il peut sembler, à première vue, que tout rapprochement entre l'histoire et la rhétorique nous éloigne de l'idée de vérité, puisque nous avons une grande tradition, qu'elle soit platonicienne, qu'elle soit aristotélicienne, qui fait de la rhétorique sinon un défaut de savoir, en tout cas un savoir moindre. Chez Aristote, la rhétorique est liée à la probabilité, c'est une logique du probable. Donc, je l'annonce tout de suite, la quatrième séance sur les aspects rhétoriques de l'écriture de l'histoire seront le moment, on peut dire, de doute, ou l'épreuve. Ce sera le passage par l'épreuve de la vérité. Alors, encore un mot sur ce programme. Je voudrais, avant d'entamer ce parcours, avant de commencer le premier, je voudrais mettre en garde contre une erreur d'interprétation que suggère l'ordre suivi dans ces 5 séances. Il pourrait sembler que la critique documentaire, après avoir été la première à introduire l'histoire dans le champ scientifique, a été supplantée par la discussion portant sur le mode explicatif caractéristique de l'histoire. Il y aurait quelque sorte de substitution de la question de l'explication à la question de la preuve documentaire. Mais je voudrais montrer, n'est-ce pas, qu'il y a surimposition, surimpression d'une question sur l'autre et non pas substitution. Bien que, historiquement, on peut dire que l'histoire s'est constituée comme science, d'abord en réfléchissant sur ce que c'est qu'un document. Mais la question de l'explication ne se substitue pas à la question de la preuve documentaire. Elle la complique, elle ajoute un étage, si vous voulez, un étage, une couche, mais non pas
un segment ultérieur. J'insiste sur cette méprise ou cette mécompréhension parce que c'est surtout avec les réflexions sur la rhétorique qu'on peut avoir l'impression qu'il y a substitution. Et c'est vrai que plusieurs des auteurs que j'ai cités, plus ou moins dans une tradition qu'on pourrait dire très largement de déconstruction, ont présenté leurs travaux sur l'histoire comme une critique radicale et souvent même violente de l'explication. Donc, une sorte de position anti-scientifique, même on pourrait dire anti-scientifique. Et alors, j'espère montrer, là aussi, en particulier par la transition avec la narration, que l'écriture de l'histoire fait partie de l'explication et que l'explication fait partie de l'interprétation des documents. C'est un petit peu plutôt, je dirais, comme des espèces de boules chinoises ou encore de poupées russes, si vous voulez, qu'il faut comprendre ces études. Donc, je veux exclure dès le début une sorte d'hypothèse simpliste et tout à fait contraire à mon intention de dire que le second programme de la philosophie critique aurait aboli le premier et que le troisième se serait substitué au précédent. Je l'écarte parce que ce serait une façon subtile de réintroduire une philosophie de l'histoire spéculative, de dire d'abord il y eut l'histoire documentaire, puis il y eut l'histoire explicative, puis il y eut l'histoire littéraire, qui serait donc une sorte de philosophie de l'histoire à l'envers, si en quelque sorte, mais encore une philosophie spéculative de l'histoire. Donc l'ambition du travail que je présente ici est plutôt de montrer que chaque problématique nouvelle exerce sur les précédentes une double influence. D'abord, elle les enrichit en ajoutant un point de vue nouveau. C'est ainsi qu'en développant la notion d'explication, nous ajouterons quelque chose à la notion de preuve documentaire, mais aussi je voudrais montrer que par une sorte d'effet rétroactif, chacun de ces modes de la connaissance historique remanie le précédent. Et en somme, nous ne comprendrons vraiment ce qu'est la notion de trace, non pas au début, mais à la fin. D'une certaine façon, c'est en faisant le parcours complet que l'on comprend le point de départ. Bon, alors voilà ce que je voulais dire d'abord sur le programme de ces 5 séances. Alors je voudrais faire 2 remarques avant de traiter le premier point, la preuve documentaire. On pourrait se demander, mais pourquoi d'autres problèmes ne sont pas traités, comme par exemple le problème de l'historicité, problème important depuis Heidegger, en somme. Alors je voudrais dire que je le rencontrerai, ce problème, mais précisément en rapport avec la question de la narration historique. Je voudrais montrer que c'est en racontant que nous manifestons notre être historique. Mais surtout, cette question de l'historicité ne prendra tout son sens que dans la 5e séance, lorsque nous parlerons de la réalité du passé.
car il n'y a vraiment de passé que pour un être du présent et même un être du futur. C'est vraiment là, dans cette dernière séance, que nous pourrons reconquérir, si vous voulez, des problèmes en apparence perdus en cours de route. Alors, il y a un autre problème qui apparaîtra peut-être moins, et je le regrette peut-être en un sens, c'est le problème de l'engagement de l'historien. Et c'est l'engagement personnel de l'historien. Alors, c'est un problème qui est particulièrement grave lorsqu'il s'agit de l'histoire récente. Si nous prenons par exemple le problème de la Seconde Guerre mondiale, le problème de la solution finale, c'est pas le problème d'Auschwitz, etc. Et on peut se demander si une histoire est d'ailleurs possible. Et j'espère que je pourrai aussi rendre compte de ce problème avec la dernière séance, donc je promets peut-être trop avec cette dernière séance, mais parce que je voudrais dire ceci, c'est que même si nous parlons de l'histoire du temps présent ou de l'histoire récente, si c'est de l'histoire, alors d'une certaine façon, il y a une absence. L'absence de l'histoire, c'est la grande différence avec la mémoire qui reste continue avec notre présent. Bon, alors, il ne sera pas du tout interdit que dans la discussion, vous fassiez apparaître d'autres aspects du problème que ceux que j'ai proposés, qui sont liés à une problématique centrale: comment passer d'une épistémologie de la connaissance historique et qui traverse les trois stades du document, de l'explication, de l'écriture, comment poser la question ontologique de la réalité du passé. Alors, je dois dire que le texte central sera distribué. Il a été traduit par Madame Ianotta, ici présente, que je remercie très vivement, puisqu'elle a procédé à la traduction. Alors, vous disposerez, peut-être même aujourd'hui, je suppose, oui, de la traduction de ce texte. Alors, la première tâche d'une philosophie critique de l'histoire est de rendre compte du premier geste par lequel l'histoire s'affirme comme critique, à savoir la critique des sources. Et comme je l'ai annoncé tout à l'heure, c'est par ce premier geste que l'histoire se sépare de la fiction. Alors, critique signifie ici non pas encore réflexion sur les conditions de possibilité de la connaissance historique, comme ce sera le cas au plan de l'explication, c'est-à-dire dans la deuxième séance. Mais passage au crible, critique signifie cela, n'est-ce pas, discerner des témoignages sur le passé. Et donc la notion tout à fait fondamentale ici est celle de témoignage sur le passé, ou son synonyme, trace. On peut dire que la notion de trace est plus large que celle de témoignage, dans la mesure où elle trace tout ce qui est laissé par les hommes du passé, par les événements passés, mais ces traces sont des témoignages en ce sens qu'elles rendent compte du sens du vécu des hommes du passé, des êtres humains
du passé. En ce sens, entre traces et témoignages, il y a implication mutuelle. Eh bien, réfléchissons un moment sur cette contrainte, ce qui est d'abord une contrainte de la connaissance historique par rapport aux sciences de la nature. Dans les sciences de la nature, ce n'est pas simplement le fait que dans les sciences de la nature, on a affaire à des choses, à des objets matériels, tandis qu'en histoire, on aurait affaire à des objets psychiques ou spirituels. C'est la grande différence que Dilthey voyait. Mais la grande différence, c'est que l'objet de l'histoire n'est plus là. Nous n'avons que sa trace. C'est pourquoi notre problème à la fin sera vraiment celui-ci. Comment une connaissance par trace est-elle possible? Et que signifie qu'une trace parle pour ce qui n'est plus là, sur ce qui n'est plus? Alors, l'historien, généralement, ne se pose pas ce genre de problème. Cela fait partie on peut dire, du sens commun historique. Le sens commun historique, c'est que les hommes du passé ne sont plus là, mais on a leurs traces. J'ai pris deux définitions, l'une que j'emprunte à un grand historien français qui est mort dans un camp de concentration, Marc Bloch, et qui définit justement la science comme une science des hommes dans le temps. On peut dire que c'est la définition la plus inclusive, parce qu'elle englobe aussi bien la vie matérielle, l'aspect économique, l'aspect social, l'aspect intellectuel, spirituel. C'est donc la science des hommes dans le temps, c'est-à-dire dans le passé. Et d'où la seconde définition que Marc Bloch d'ailleurs emprunte à ses prédécesseurs. Dans le cas passé, c'était Céliobos. Si c'est une connaissance des hommes dans le temps, c'est une connaissance en rapport avec les traces que sont les rapports des témoins. Alors, c'est là une différence fondamentale avec les sciences de la nature, parce que tous les problèmes liés à la notion d'observation et de falsification sont déplacés, puisque l'historien, on peut dire, c'est le scientifique qui ne peut pas montrer son objet. Il n'y a pas on peut dire, d'aboutissement ostensif dans la connaissance historique. Et cela est bien marqué dans le petit livre de Marc Bloch, qui est Apologie pour l'histoire ou métier d'historien. C'est un livre d'ailleurs qu'il a écrit en prison, sans document, avant d'être fusillé, avant d'être exécuté. C'est un livre très précieux à cet égard, de ce point de vue-là. Et il commence justement son livre en disant « Il n'y a pas d'observation en histoire, et c'est parce qu'il n'y a pas d'observation qu'il y a une critique, mais au sens des historiens, c'est-à-dire une critique des témoignages, une critique des traces que sont les témoignages des contemporains. » Alors, j'ouvre justement ici une parenthèse, parce que quand j'ai écrit ce texte, je n'avais pas participé, comme je l'ai fait il y a quelques jours, à un débat d'historiens français sur l'histoire de la Troisième Guerre mondiale et le problème
d'Auschwitz, etc. Le problème du rapport avec la mémoire. Parce que on peut dire que l'histoire commence là où la mémoire cesse. Parce que la mémoire donne une illusion de présence. Et on peut dire que d'une certaine façon, la mémoire, c'est ce qui rend le passé présent au présent. Ce qui d'ailleurs est faux, parce que la mémoire elle-même est une relation à l'absence, mais il y a, on peut dire, une illusion de présence dans la mémoire, ou une impression de présence, si vous voulez, en tout cas une continuité avec le passé, tandis que le document, et en particulier le document écrit, marque la rupture avec la mémoire. Et c'est ce qui rend justement extrêmement difficile d'écrire l'histoire récente, parce qu'il y a concurrence entre la mémoire des survivants et les documents, puisqu'il y a déjà des documents. Dès qu'il y a du passé, même récent, il y a des documents. Et une des grandes difficultés, précisément, d'écrire l'histoire récente, et pour nous, l'histoire récente, c'est l'histoire des derniers survivants. Les gens qui maintenant ont 80 ans, à l'époque d'Auschwitz, sont les derniers survivants. Dans 5 ans, dans 10 ans, il n'y en aura plus, ce sera de l'histoire. C'est justement ce conflit entre la mémoire et le document. Et on peut dire que l'histoire véritable commence lorsque le conflit entre la mémoire et le document a cessé et il n'y a plus que les documents. Parce que même les souvenirs des survivants sont devenus des documents dès lors qu'ils ne sont plus là pour les défendre. Je vous rappelle ce beau texte de Platon dans le Phèdre, où il parle de l'écriture comme ce qui n'a plus personne pour la défendre. Alors que, tant qu'un homme est vivant, il peut rectifier, corriger ce qu'on dit de lui ou ce qu'il a dit lui-même sur les autres. Tandis que le document écrit ne répond plus. C'est le silence de l'auteur. Et c'est justement quand on entre dans ce silence de l'auteur qu'on est vraiment devant un document. Alors, la critique sera, pour l'essentiel, sinon exclusivement, une épreuve de véracité. Et j'insiste sur le fait que le mot vérité apparaît ici pour la première fois dans notre contexte avec cette nuance de véracité, c'est-à-dire dire vrai intentionnellement ou non intentionnellement. C'est-à-dire que le problème de la critique n'est pas un problème de vérité au sens falsification de la façon poppérienne. C'est une épreuve de véracité, c'est-à-dire qu'il faut éliminer le mensonge, l'imposture, la falsification, qu'il s'agisse de tromperie sur l'auteur et la date, ou de tromperie sur les faits rapportés, qu'il s'agisse de plagiat, de fabulation, de remaniement, de colportage, de préjugés, de rumeurs. Alors j'ai fait à dessein cette longue énumération pour montrer qu'il y a toute une région de la vérité qui n'est pas de l'ordre de la vérité factuelle, mais qui est de l'ordre justement du témoignage. Parce que les documents sont traités comme témoignant de ce qui s'est passé. Et le propre du témoignage, c'est de rentrer dans une problématique de véracité.
et non pas de vérité au sens étroit du mot, au sens, je dirais, popérien du mot. Alors, la parenté entre trace et témoignage sera d'autant plus étroite qu'au phénomène historique pourrait être assigné un caractère psychique lorsqu'il s'agit, par exemple, de reconstituer ce que les hommes du passé eux-mêmes avaient comme mémoire, ou bien quels projets ils formaient, et des projets qui pour nous sont devenus du passé. Nous savons ce qu'il en est arrivé, s'ils ont été remplis ou non. Par conséquent, ce que l'historien va chercher dans les documents, c'est le vécu des hommes du passé qui avaient leur propre futur, leur propre passé, et leur futur est dans notre passé à nous, historiens. Alors, dans ce cas-là, n'est-ce pas, le témoignage et la trace se recouvrent. Donc, je disais que la parenté entre trace et témoignage sera d'autant plus étroite qu'au phénomène historique pourrait être assigné un caractère psychique au sens large de ce qui a été vécu dans le passé par des hommes et des femmes suffisamment semblables à nous pour que nous puissions nous proposer de les comprendre sur la base des témoignages volontaires et involontaires laissés par les contemporains. Dans mon texte écrit, j'ai fait la distinction entre témoignages volontaires et involontaires. C'est en liaison avec une remarque de Marc Bloch, lorsqu'il dit « sont des témoins non seulement ceux qui ont voulu témoigner, c'est-à-dire qui ont laissé, par exemple, des documents écrits. Voilà ce que j'ai vu, j'étais à telle bataille, ou bien j'ai participé à telle discussion pour un traité, mais aussi ceux qui sont des témoins malgré eux, parce qu'ils ont laissé quelque chose. Et je pense par exemple à des études qui ont été faites sur l'évolution de la croyance ou de l'incroyance dans une province française, sur des travaux historiques très importants des historiens modernes, en lisant par exemple les testaments laissés par des gens et qui disent après ma mort, eh bien, on dira tant de messes, etc. Puis si on prend sur 15, 20 ans, 50 ans, nous voyons que le nombre des messes diminue. On peut dire que nous sommes dans une région en processus de déchristianisation. Alors voilà, ceux qui ont écrit leur testament n'avaient pas le projet de laisser un témoignage sur l'état des croyances. Donc chacun d'entre nous, on peut dire, laisse des témoignages non voulus, c'est-à-dire qui n'ont pas été destinés. Alors ceci est très important parce que, on peut dire pour l'histoire de l'histoire, parce que l'histoire est d'abord née de documents intentionnels. Lorsque, par exemple, les princes faisaient écrire par des historiens de cour, et quelquefois des grands philosophes ont été des historiens de ce genre, je pense à Leibniz et à Hume, qui écrivaient pour leurs princes. Et là, les témoignages sont tous des témoignages intentionnels, c'est-à-dire que ce qui a été écrit en vue de constituer des archives. Alors, ce que nous appelons maintenant des archives sont constituées beaucoup plus largement de témoignages involontaires ou non intentionnels que de témoignages qui ont été destinés à être recueillis dans des archives. C'est là où les philosophes, lorsqu'ils travaillent sur l'histoire, apprennent beaucoup des historiens, parce que c'est ça que les historiens font bien. C'est même l'essentiel de leur travail de montrer comment la notion d'archive s'est profondément transformée en 2 siècles.
les premiers documents auxquels se soient intéressés les historiens sont ceux qui avaient été rassemblés intentionnellement dans des archives officielles sous l'impulsion du pouvoir politique ou de toute institution intéressée à garder la trace de son activité antérieure. J'ai ajouté cette phrase « ou de toute institution » parce que vous pouvez avoir les archives d'une banque ou les archives de n'importe quelle institution qui veut garder l'histoire de ses propres institutions. Donc, garde la trace de son activité antérieure. Alors, ce sont des archives intentionnelles, celles-là. Mais pour les historiens contemporains, tout peut devenir document. Devient document tout ce qui peut être par un historien dans la pensée d'y trouver une information sur le passé. Tous les historiens modernes, contemporains, vous diraient cela, tout est document à condition qu'on lui pose une question. Tout reste, tout ce qui est laissé peut être un document, mais c'est un document mort tant qu'on ne lui demande rien. Alors nous avons des exemples tout à fait remarquables de l'histoire tout à fait contemporaine qui a, on peut dire, créé des nouveaux documents et des documents justement qui n'étaient pas dans des archives officielles. Je viens de faire allusion au testament, par exemple. On apprend beaucoup de choses dans les testaments, dans les intentions des vivants concernant après leur mort, les décisions après leur mort. Une grande partie de l'histoire marxiste, mais non marxiste, disons l'histoire sociale, est née de l'étude de la courbe des prix, les mercuriales, les prix des matières premières, les quantités de choses stockées, etc., parce qu'on lui a posé une question. Quelle est l'évolution économique et sociale? Alors, en ce sens, les notions d'observation historique et de critique de Marc Bloch restent valables, mais au prix d'une énorme extension. Alors, cette permanence du caractère primordial et en ce sens fondateur de la critique des sources a été très bien montrée par un très grand historien italien, Momigliano, Arnoldo Momigliano. J'ai eu la chance d'être son collègue pendant 10 ans à Chicago, et je ne connais que la version italienne, la version anglaise de ces études, c'est pourquoi je les cite ici en anglais, Studies in Historiography, et où il écrit l'essentiel de la méthode moderne de la recherche historique, la historical research, est fondée sur la distinction entre source originale et source dérivée. Qu'est-ce qui est original dans une source? Qu'est-ce qui n'a pas été répété par d'autres, mais qui a été le premier témoignage numéro 1? Et quel que soit ce témoignage matériel ou écrit, l'essentiel, c'est qu'il soit premier. Alors, en ce sens, l'histoire contemporaine est héritière des méthodes érudites forgées par Richard Simon et les pères bollandistes et les bénédictins. Et on comprend que l'histoire critique soit née en grande partie dans le cadre de l'histoire du Moyen-Âge. Et on comprend pourquoi. D'abord parce que il y avait une distance dans le temps, alors que une bonne partie de l'histoire, celle qu'écrivait Voltaire par exemple, ou Bossuet, au fond ils écrivaient l'histoire de leur temps. Le siècle de Louis XIV, n'est-ce pas, de Voltaire, c'est son siècle à lui. C'est comme si nous écrivions sur la Troisième Guerre mondiale. Mais le Moyen-Âge crée une très bonne distance. Et en plus,
le Moyen-Âge, je ne sais pas s'il y a parmi vous des historiens, savent que c'est le lieu du faux. C'est la méthode critique s'est formée vraiment sur les documents du Moyen-Âge parce que c'est un nombre incroyable de faux testaments, de fausses donations, de faux partages, etc. Et par conséquent, l'esprit critique a été essentiellement alerté par les plagiats, les textes imités, forgés, etc. Bon. Alors, je voudrais conclure cette partie, cette première leçon, par quelques questions philosophiques, si vous voulez. Quels problèmes philosophiques cela nous présente-t-elle ? En effet, en devenant plus ample, la chasse aux documents, c'est l'occasion de boire un peu. Merci. Je surveille notre heure. Parce que nous avons un peu de temps, 2 minutes encore. Mais je ne veux employer qu'un quart d'heure. Toutes mes remarques qui sont des questions vont porter sur cette notion de preuve documentaire. De preuve documentaire, puisque c'est la première incise de vérité. En effet, dans une conception qu'on peut dire positiviste de la recherche historique, et je m'empresse de dire que c'est les historiens qui actuellement parlent du positivisme. Bon. La critique des sources, donc comprise essentiellement comme critique de véracité, comme je l'ai dit, reste encore parallèle à l'observation telle qu'elle est pratiquée dans les sciences expérimentales de la nature. Les historiens, surtout du début du siècle, allemands, ceux que je puis connaître, de langue allemande, anglaise, française, et autour de Croce, insistaient beaucoup sur le parallélisme avec les sciences de la nature. Ainsi, Marc Bloch en témoigne bien lorsqu'il dit que on peut parler d'observation indirecte. Donc on garde le mot observation, on dit « elle est indirecte ». Mais eh bien, je vais présenter 2 ou 3 problèmes pour votre réflexion, pour notre réflexion. La première tourne autour de l'idée de document. En effet, nous avons noté tout à l'heure que tout résidu, tout reste, peut devenir un document si un historien l'interroge dans un but d'information. Ce qui, dès lors, fait problème, c'est la nature de l'interrogation. D'où procède cette interrogation? Un historien français, qui est un des rares à avoir l'esprit philosophique, Paul Venn, dit que la recherche moderne en histoire est caractérisée par l'allongement du questionnaire. L'allongement du questionnaire. Or, qu'est-ce qui régit cet allongement du questionnaire? On peut dire que c'est la formation d'hypothèses portant sur la place du phénomène interrogé dans des enchaînements sur la nature desquels nous interrogeons dans la section suivante. Au fond, il n'y a de problème du document que parce qu'il y a un problème ultérieur de l'explication. Et, comme nous le verrons, il n'y a de problème de l'explication qu'en vue de constituer des ensembles narratifs d'une certaine longueur et qui poseront alors un problème très très difficile de vérité. J'anticipe un peu sur la difficulté centrale, c'est que
plus nous nous éloignons ce que nous allons appeler des faits tout à l'heure, isolés, plus on s'élève vers des ensembles assez complexes, plus il est difficile de dire ce qu'est la vérité. Si vous prenez plusieurs interprétations, par exemple, de la Révolution française, peut-on dire que l'une est plus vraie que l'autre? Et nous arrivons à cette espèce de paradoxe que l'histoire de Michelet, bon, c'est une façon de rendre compte de l'histoire, ou l'histoire de M. Furet maintenant. Et donc, le problème de la vérité deviendra de plus en plus compliqué à mesure qu'on s'éloignera des faits tout à fait élémentaires, bien localisés, d'un événement ponctuel, si vous voulez, un événement ponctuel. Mais justement, l'histoire ne s'intéresse pas aux événements ponctuels. Elle se demande quelle est sa place dans une suite, et cette suite dans une suite plus large. Alors, ce sera une question, est-ce que plus nous nous éloignons du document brut, plus l'idée de vérité devient difficile? Parce que nous aurons affaire à des grands comptes rendus qui, à la limite même, sont incomparables. Peut-être comme des œuvres d'art, mais ce sera notre problème. Donc, en tout cas, tenons-nous-en ici à ceci. C'est dans le cadre d'une recherche d'explication que un événement ou un fait soumis à l'enquête documentaire reçoit le statut d'explicandum. C'est donc toujours une hypothèse explicative qui préside à l'allongement du questionnaire. C'est donc le stade numéro 2 qui commande le stade numéro 1. Cette solidarité entre recherche et explication apparaît plus forte encore si l'on observe que le premier effet de l'allongement du questionnaire est d'opérer une sévère sélection parmi tous les restes susceptibles d'être promus au rang de document. N'est-ce pas? Comme j'ai dit tout à l'heure, tout peut être document, mais seul est document ce que on interroge. Mais le reste, quid du reste? Et il y a donc un caractère très sélectif dans la recherche historique qui pose certainement un problème de vérité. Donc le premier effet de l'allongement du questionnaire est d'opérer une sévère sélection parmi tous les restes susceptibles d'être promus au rang de document. Donc c'est un phénomène, on peut dire paradoxal, puisque toute extension du champ documentaire est en même temps une augmentation du travail de sélection. Plus on élargit, plus on choisit. Il y a là quelque chose de très spécifique à l'histoire, qui fait que c'est toujours discutable. On peut toujours écrire autrement l'histoire d'une période si on ne retient pas les mêmes documents et si on ne retient pas les mêmes événements comme étant des événements, comme on dit, marquants, importants ou essentiels. Je discuterai ces notions dans les prochaines séances. Donc, en ce sens, rien n'est en tant que tel document, même si tout résidu du passé est potentiellement trace. Recherche et explication apparaissent dès lors comme des opérations simultanées, à quoi il faudra ajouter plus tard qu'une hypothèse explicative est elle aussi un schème éventuel d'écriture, et qu'ainsi explication et écriture président conjointement à la découverte et à la sélection des sources. Autrement dit, un historien, s'il ne cherche rien, d'abord ne trouve rien, mais surtout ne saura pas quoi interroger. Donc l'historien vient avec une hypothèse. Bon, une seconde difficulté concerne la notion de fait. Vous avez dû remarquer que j'ai parlé d'une façon très approximative d'événements ou de faits. Et je voudrais maintenant bien les distinguer. En effet, c'est dans une perspective assez naïve
on peut penser qu'il y a des faits dans les documents. Une conception critique de l'histoire met en garde contre l'illusion de croire que ce qu'on appelle fait coïncide avec ce qui s'est réellement passé, comme si les faits dormaient dans les documents jusqu'à ce que les historiens les en extraient. C'est cette illusion qui a entretenu longtemps la conviction que le fait historique ne diffère pas fondamentalement du fait empirique dans les sciences expérimentales de la nature. L'observation serait simplement moins directe en histoire qu'en physique, le témoignage occupant tout simplement la place de l'instrumentation expérimentale. Bon, alors, vous verrez que je résisterai beaucoup contre toute confusion de l'histoire et de la fiction. Mais il faut bien voir qu'il y a, si précisément on peut se poser le problème du rapport de l'histoire et de la fiction, c'est que l'histoire n'est pas une science d'observation, au sens physique du mot, mais de reconstruction. Et ce que nous appelons un fait, c'est un fragment de reconstruction. Non, je dis, autant il faudra résister quand on traitera plus loin, surtout de l'écriture de l'histoire, à la tentation de dissoudre le fait historique dans la narration et celle-ci dans une composition littéraire indiscernable de la fiction, autant il faut refuser d'entrée de jeu la confusion entre fait historique et événement réel. Le fait n'est pas l'événement lui-même, mais, là je me sers alors de la philosophie analytique, le contenu d'un énoncé visant à le représenter. C'est ce que plusieurs auteurs anglo-saxons, dont je parlerai la prochaine fois, ont montré, que la notion de fait, c'est le fait que ceci est arrivé. Le fait que. Et ce qui est arrivé, bon, nous le verrons, c'est l'absent de l'histoire, mais le fait que fait partie de notre discours. C'est le discours historique. C'est dans le discours historique qu'il y a des faits. En ce sens, il faudrait toujours écrire le fait que ceci ou cela est arrivé. Alors, ce caractère propositionnel ou énonciatif, si vous voulez, statement en anglais, du fait historique, fait problème. Et ce sera justement pour cela qu'il y aura une difficulté concernant la réalité. Le fait peut être dit construit par la procédure même qui le dégage d'une série de documents dont on peut dire en retour qu'ils établissent le fait. Il y a donc une sorte de réciprocité entre construction, et alors j'essaierai de montrer à la fin que toute construction vise à être une reconstruction, et l'établissement du fait. Et c'est cela qui exprime le statut épistémologique très difficile de la notion de fait historique. Puisque d'une part, on peut dire qu'il est établi sur la base du document, mais qu'il est un élément du discours. Alors, l'instabilité de ce statut épistémologique du fait historique ne permet pas de conclure que les faits sont inventés. N'est-ce pas ? C'est cette limite qui sera très difficile à tirer, à tracer entre l'idée d'une construction dont toute l'intentionnalité est d'être une reconstruction et une invention où on dit ce que l'on a envie de créer. Et la narration, nous le verrons, constitue précisément un niveau d'organisation par rapport aux énoncés portant sur des faits, alors qu'on peut dire être vrai
ou faux. Si on pourra douter que des grandes reconstructions par des grands historiens ne sont plus ni vrais ni faux, mais représentent des visions du monde, on doit pouvoir parler de vérité matérielle pour des faits construits sur la base de documents fiables. En somme, ce sera l'histoire des détails. On peut dire que l'histoire des détails, c'est ce qui se rapproche le plus de la méthode expérimentale. Alors, certes, l'histoire des détails n'est peut-être pas encore digne d'être appelée histoire, mais elle constitue au moins une étape, celle des fiches, si vous voulez, si l'on veut, de l'historien travaillant en archives et reportant des fragments de documents. Lorsque l'historien n'a encore aucune hypothèse concernant la narration finale, mais dispose d'une collection de propositions énonçant des faits au sens de faits que. Et je crois qu'il faut vous dire que ceux-ci peuvent être vrais ou faux. Par exemple, en face, vous savez que c'est une querelle grave, en tout cas dans mon pays, à l'égard de ceux qu'on appelle les révisionnistes concernant les Auschwitz. Il est vrai ou il est faux que des chambres à gaz ont été utilisées à Auschwitz pour brûler tant de millions de juifs, de tziganes, de polonais ou de communistes. Mais si vous replacez ces faits, donc propositionnels, dans une notion plus large comme la solution finale, vous voyez bien que nous avons affaire à un ensemble qui est constitué déjà d'un beaucoup plus grand nombre d'interprétations. Nous avons affaire ici à une entité historique englobante et qui peut être traitée de deux façons différentes, soit comme le fait que la décision de l'appliquer a été prise à telle ou telle date, en tel ou tel lieu. Alors c'est un fait vérifiable en termes documentaires, relevant donc de la preuve documentaire. Mais si vous entendez par là un projet politique qui vient donc faire partie de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, j'ai lu la grande querelle qu'on appelle le Historikerstreit, la grande querelle qui a eu lieu en Allemagne en 1883-85 sur précisément le problème peut-on expliquer Auschwitz. Et certains historiens, alors qu'on appelle là-bas révisionnistes, mais pas dans un autre sens, ont dit mais après tout, ce n'est qu'une phase de la Deuxième Guerre mondiale. Et il faut le comprendre par l'ensemble de la Seconde Guerre mondiale. Et certains historiens qui veulent minimiser justement la responsabilité disent mais c'est une erreur d'abord de Hitler reposant sur une mentalité de bouc émissaire. Après l'échec, essentiellement, la décision a été prise, ça on le sait, après l'échec de la prise de la bataille de Saint-Pétersbourg, de Leningrad, donc avant Stalingrad. Et donc, ce serait un épisode de la Deuxième Guerre mondiale. Ce ne serait qu'un épisode de la Deuxième Guerre mondiale. Alors, vous voyez comment c'est très différent de traiter de faits ponctuels qu'on peut dire vrai ou faux, et d'interprétation globale de phénomènes de grande ampleur pour lesquels il y aura un réel problème de savoir en quel sens parler de vérité. Par conséquent, à mesure que l'on s'élève dans cette hiérarchie de thèmes enchâssés, on marche peut-être vers ce qui mérite d'être appelé vraiment une grande histoire, et écrite souvent par de grands historiens, mais pour lesquels les critères de vérité seront différents et peut-être même inapplicables. Ce qui nous posera un problème très embarrassant
à la fin de notre recherche. Mais même s'il en était ainsi, l'affirmation de l'autonomie du niveau configurationnel des grands récits renforce la prétention à la vérité des énoncés isolés. Je dirais que plus un historien entreprend une grande fresque d'une période, plus il est contraint à l'exactitude du détail. Et c'est l'exactitude du détail qui le rend respectable d'abord dans la corporation des historiens. Parce que les historiens se jugeront les uns les autres, non pas par le caractère grandiose, génial ou autre de l'interprétation, mais par l'honnêteté intellectuelle qui se joue sur le détail. Donc, j'en conclus que la notion de fait a un double statut épistémologique. D'une part, il relève d'énoncés de détails susceptibles d'être vérifiés ou falsifiés par des documents. D'autre part, il figure dans des totalités explicatives et narratives au sein desquelles il passe du statut de fait vérifiable à celui de fait interprété. Ce double statut épistémologique du fait historique constitue une des grandes difficultés proposées par la pratique historienne à la philosophie critique de l'histoire. Eh bien, je voulais dire Oui, je résume ce que je voulais dire. Je voulais dire maintenant que la difficulté, la troisième difficulté, donc la première, c'était que c'est le questionnaire, n'est-ce pas, qui fait qu'il y a un document. Un document historique, quand il est interrogé par quelqu'un qui en attend quelque chose en vue de l'expliquer. Et puis le deuxième, c'est cette hiérarchie dans le discours historique entre des détails et des ensembles de plus en plus vastes et où on s'éloigne du document et on se rapproche de l'interprétation. Et le fait que le fait historique oscille entre ces deux pôles. La troisième difficulté, eh bien, ce sera celle qui nous attendra à la fin de notre recherche, à savoir que signifie le mot « passé ». Que signifie le mot « passé » ? Pour un historien, ça ne fait pas de difficulté, il l'emploie comme tout le monde. Je dirais que l'historien non philosophe emploie le mot « passé » comme le sens commun. Mais pour nous philosophes, si j'ose dire, je veux dire qui savons qu'il y a des philosophies du temps. Depuis Saint-Augustin, Aristote, jusqu'à Heidegger, nous avons perdu la naïveté concernant le mot « passé ». Et je dirais que l'étonnement qu'on peut avoir quand on lit les historiens, c'est leur absence complète de scrupules à employer le mot « passé ». Il va de soi, pour un historien, que les faits, ce qu'il appelle des faits, rendent compte d'événements, d'états de choses ou de développements passés. Cette conviction semble bien faire partie de ce qu'on pourrait appeler l'intentionnalité de la connaissance historique. C'est une expression que j'avais proposée dans Temps et Récit, la troisième partie, lorsque je me bats avec le problème de l'histoire et de la fiction. Je dis que finalement, il faut peut-être suivre l'intuition de l'historien, que quelque chose a eu lieu. Même si on sait que c'est toujours reconstruit, si on le construit, on veut le reconstruire. Il s'est passé quelque chose. Et donc ici, je crois que le problème, c'est un dialogue entre l'historien et le philosophe qui n'est pas facile parce que l'historien trouvera toujours que le philosophe pose des questions inutiles. Mais l'historien est comme tout le monde, je veux dire qu'il a affaire à un paradoxe incroyable.
à savoir que nous ne pouvons parler du passé que de deux façons, et sans être capable de relier ces deux façons. D'une part positive, nous disons cela a été, et dans nos langues nous avons justement des temps verbaux pour dire cela, et d'autre part cela n'est plus. Alors c'est la structure de ce ayant été qui n'est plus qui est certainement le plus difficile à cerner. Alors je crois qu'ici le philosophe n'a pas à donner des leçons à l'historien, mais justement à voir comment l'historien vit cette difficulté-là. Comment l'historien peut-être la résout par un usage spontané des notions de trace et de témoignage. Et c'est bien pourquoi, si j'ai commencé par la notion de trace et de témoignage, c'est pour annoncer que c'est par là qu'il faudra terminer. Parce que c'est vraiment dans la notion de trace que se résume toute la difficulté on peut dire d'une sorte de présence vicaire, de présence substitutive de ce qui n'est plus, mais de ce qui est d'une certaine façon rendu présent dans son absence même. Les faits historiques ne sont pas de l'ordre de la vision, et c'est précisément parce qu'il n'y a rien à montrer qu'il faut raconter, qu'il faut reconstruire, mais avec ce sentiment que pourtant il faut être fidèle à ce qui a eu lieu. Parce que ce sera peut-être, je pense que c'est l'idée directrice de ce travail, que nous sommes à l'égard des morts dans une relation de dette, et que c'est finalement dans cette relation de dette que nous avons ce paradoxe de ce qui n'est plus mais qui a été et qui d'une certaine façon va être encore une fois dans la reconstruction de l'historien. Eh bien, donc, on se demandera à la fin de cette recherche si la notion de passé historique ne nous demande pas d'élaborer une notion plus subtile de la notion de vérité que la vérité référentielle, pas que la vérité correspondance.